Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Bernard Cron qui publie un ouvrage intitulé Blouse blanche, colère noire aux éditions Max Milo. Bernard Cron, bonjour. Bonjour Yann, je suis ravi de vous entendre et ravi de communiquer pour ma première séance d'interview. J'adore votre région, d'autant que j'ai fait mon premier remplacement de chirurgien à Saint-Brieuc pendant 15 jours. Et si vous avez le temps, je vous raconte une anecdote. C'était une clinique avec des sœurs. Mon aide opératoire était une bonne sœur. J'étais très jeune, elle n'avait aucune confiance en moi. Et le jour de mon arrivée, le bon père qui avait été opéré par mon prédécesseur a fait une éventration, une éviscération derrière les boyaux à l'extérieur. Et je l'ai opéré en urgence. Je l'ai guéri et j'ai passé 15 jours merveilleux dans cette clinique qui était la clinique de Kérusoré et Origan à Saint-Brieuc. D'accord. Du coup, vous avez commencé votre présentation parce que c'est vrai que on vous définit comme étant membre de l'Académie nationale de chirurgie, vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris. Mais après, pour le reste, je vous laisse vous présenter, continuer de vous présenter à nos lecteurs sur votre parcours. Avec plaisir. Mais écoutez, j'ai fait un parcours atypique parce que je suis passé par l'assistance publique avec tous les concours à l'époque où on pouvait passer des concours en fonction de sa dose de travail et de sa volonté, ce qui m'a permis d'être premier concours de l'externat à l'époque où le concours existait, qui donne une excellente formation, notamment pour faire de la médecine générale, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire mes premiers remplacements de médecine générale avant de faire chirurgie. Puis ensuite le concours de l'internat, et c'est une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes actuellement, qui a été supprimée par Kouchner Bernard, le French Doctor, quand il était ministre de la Santé. Et à cette époque, ce qui est piquant de savoir, c'est qu'il n'avait pas réussi ce concours. Et la crise de la médecine et de la chirurgie vient en partie par la suppression de ces deux concours élitistes qui permettent d'avoir une formation parallèle à l'université et de brûler les étapes et de devenir performant beaucoup plus tôt, ce qui explique en partie actuellement la déshérence du système de santé. Alors, justement, on va tout de suite rentrer dans le cœur de votre livre, hein, Blouse blanche, colère noire, qui est un livre, j'ai envie de dire, qui tape fort, qui tombe à pic d'ailleurs, dans le sens où il démontre que c'est pas la pandémie de Covid-19 qui a mis le système de santé à genoux, mais c'est plutôt des décennies de casse du système de santé en France. Et j'ai envie de vous dire, qui sont les responsables? Vous avez tout compris, Yann. Les responsables, c'est les gens qui nous gouvernent depuis plusieurs générations. Ça n'est pas un problème de droite et de gauche, c'est un problème des hautes écoles de santé publique, de l'ENA et de Sciences Po. Les hauts fonctionnaires sont de très grande qualité, mais ils pensent qu'ils sont supérieurs aux médecins. Ils oublient simplement qu'un chirurgien, c'est l'addition des études de Sciences Po, Polytechnique et Centrale pour la durée des études. Et on est en contact avec tous les échelons de la population, depuis les gens les plus simples, que j'appellerais les gilets jaunes, pour ne pas les citer, qui ont défrayé la chronique il y a 2 ans, et voire même des politiques de haut niveau. J'ai d'ailleurs été approché à une certaine époque par des politiques qui ont demandé des pots de vin pour pouvoir avoir l'autorisation de faire un scanner. Voilà comment se présente notre système de santé qui est complètement vicié. Alors, je réponds à vos questions avec plaisir, les unes après les autres. Mais justement, alors dans ce système vicié, comment est-ce que vous expliquez que les hôpitaux français, qui sont au centre enfin qui sont une des, une des institutions au centre de notre système de santé, comment vous expliquez que ces hôpitaux soient désormais peuplés de bureaucrates, d'administration et finalement de moins en moins de personnel soignant? Ça paraît complètement fou dans un pays qui se prétend en plus être une puissance, une grande puissance mondiale, que son système de santé soit de moins en moins composé de soignants et de plus en plus de bureaucrates. Alors, comment vous l'expliquez, vous qui êtes médecin, justement? Eh bien, on était numéro un à l'époque où ces concours élitistes existaient et on est passé à la 24e place des pays de l'OCDE. Je rappelle que la French Revolution, que les anglo-saxons ont indiqué pour la chirurgie française, qui est cette fameuse chirurgie sans ouverture, la chirurgie télévisée, qui se fait par des petits trocards, est une invention française des années 80. Je vous donne une anecdote parce que je pense qu'une interview est intéressante quand il y a des anecdotes. Un des promoteurs
de cette technique, qui était un Lyonnais, a mis au point cette technique et a fait les premières interventions. On l'a traité de fou. Il n'a pas eu l'agrément pour son centre. Il a fait faillite. Il a été obligé de s'exiler à l'étranger pour finir sa carrière. Je crois que nos fonctionnaires, nos administratifs n'ont aucune confiance dans les médecins ni dans les chirurgiens et veulent mettre derrière chaque praticien français un administratif, d'où le système actuel qui a multiplié toutes les agences et toutes les structures qui empêchent les soignants de travailler, alors qu'on a des soignants d'excellente qualité, des infirmières et des aides-soignantes d'un très grand dévouement. Je rajoute une anecdote. Au moment du démarrage de la pandémie, au début de l'année 2020, on n'avait pas de masque de protection ni de surblouse à l'hôpital. Très nombreux soignants ont été contaminés par les Covid, faute de moyens de protection. Or, Jacques Chirac avait mis dans la Constitution le principe de précaution. À l'époque des anciens présidents de la République, les ministres de la Santé avaient, après l'épidémie de H1N1, 1 milliard de masques en stock. Et au moment où la pandémie a commencé, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus que 100 millions en stock. Or, il faut savoir qu'un masque, ça dure 4 heures. Ça ne peut donc faire une consommation que pour 24 heures. Et les rapports de l'administration ont été rendus, mais malheureusement, les rapports ou ne sont pas lus ou ne sont pas exécutés. Voilà le système dans lequel nous sommes actuellement. Alors, ça me fait rebondir d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas une forme de révolte des personnels soignants face à une administration et une bureaucratie qui a l'air toute puissante dans les hôpitaux? Comment ça se fait que les médecins, les soignants se laissent faire comme ça? Yann, les médecins ne se laissent pas faire. Les révoltes ont eu lieu en 2019. Les grèves se sont multipliées. Grève des urgences, grève des urgentistes, grève des internes, suicide de médecins qui ont défrayé la chronique parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ils se suicidaient, mais ils étaient désespérés par ce système. Il faut savoir malheureusement que la révolte est difficile parce qu'il faut continuer de soigner les gens. Donc quand il y a une grève, on continue de soigner les gens. La grève est administrative. Plus de 1000 chefs de service avaient demandé la démission de leur fonction de chef de service en 2019. Ils n'ont pas été écoutés. Il faut savoir que l'hôpital fonctionne à flux tendu. C'est la fameuse T2A, la rémunération à l'activité. L'hôpital ne veut pas avoir de lit libre. N'ayant pas de lit libre, quand il y a une pandémie, on ne peut plus soigner les pathologies courantes. On meurt encore actuellement, faute de soins, de péritonite, d'appendicite, puisque 40% des actes de chirurgie dans certains hôpitaux ont été déprogrammés pour faire face à la Covid. Voilà la situation. Donc les médecins se révoltent, mais en période de pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien soigner les gens. Alors, vous allez avoir à Port-Royal, la semaine prochaine, lundi, une manifestation des soignants. Essayez de la suivre. Vous verrez si les médias en reparlent. Alors, je reste toujours dans le cadre des hôpitaux. On constate, il y a un service qui est fondamental à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle le SMUR, c'est-à-dire, en fait, pour expliquer à nos lecteurs, ce sont les équipes qui, en cas d'arrêt cardiaque, en cas d'accident sur la voie publique, accident grave, doivent dépêcher à la fois un médecin, un infirmier, un ambulancier pour aller le plus vite possible assister les pompiers et donc s'occuper des victimes. Et on constate que ces SMUR sont de moins en moins nombreux, en fait, et qu'en cas de multiplication des urgences, par exemple, je ne sais pas, pour la Bretagne, le secteur de Morlaix, 3 arrêts cardiaques dans la région de Morlaix en même temps. En fait, ils ne pourraient tout simplement pas y faire face. Qu'est-ce qui explique que ce système tienne encore? Parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on est à 2 doigts de drame potentiel. On est rangé jusqu'à l'os, il n'y a plus de réserve, mais le système tient par le dévouement des soignants et des aides-soignants et de tous les professionnels, mais il y a un moment où ça ne sera pas possible, d'autant que ces professionnels, il y a eu 4 suicides d'internes depuis le 1er janvier. Il y a des médecins qui se suicident, il y a des médecins qui démissionnent, qui définissent leur plaque. On ne met trop de pression sur les soignants. Comment voulez-vous qu'un médecin généraliste, dont le tarif opposable est à 25 € la consultation, puisse équilibrer les comptes de son cabinet médical
et être disponible après 18 heures. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'étant donné que les femmes sont extrêmement compétentes, elles réussissent très bien les études de médecine, mais malheureusement, beaucoup de femmes ne souhaitent pas travailler comme travaillaient leurs aînés, 70 à 100 heures par semaine, et je les comprends tout à fait. Beaucoup choisissent le salariat ou le temps partiel. Et la cerise sur le gâteau, on nous a dit qu'on allait supprimer le numerus clausus. C'est vrai, il a été supprimé à l'entrée des facultés. On a donc 60 000 étudiants en médecine au portail santé, mais on ne va pas garder 60 000 étudiants en médecine. Comment pouvoir donner des stages de qualité aux futurs médecins quand c'est des bataillons d'étudiants? Donc, c'est le système qui est pervers. Le numerus clausus n'a pas été supprimé, c'est un mensonge d'État. À la sortie, je vous donne un chiffre, il n'y a actuellement que 8 500 postes d'internes à la sortie des études de médecine. Et rien que pour la réanimation, le nombre de postes pour les réanimateurs, et ça répond à votre question sur le SMUR, est inférieur au nombre de médecins qui vont partir à la retraite. Donc on ne peut pas fonctionner de telle façon. Il faut tailler dans le vif, il faut tailler sur l'administration pour dégager les budgets, pour pouvoir payer au juste prix les médecins et pouvoir les recruter, les infirmiers et les aides-soignants. Ça prépare ma question suivante, qui est dans le domaine de l'hospitalier toujours, les infirmières, les aides-soignants notamment, dénoncent fréquemment des conditions salariales très faibles eu égard des tâches accomplies et de la disponibilité demandée. Vous en avez parlé, les disponibilités sont parfois énormes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un fossé qui est en train de se creuser entre ce personnel et les médecins eux-mêmes qui parfois sont considérés comme privilégiés par ce personnel? Je prends l'exemple d'un médecin qui prend une garde au SMUR, il gagne parfois en 2 jours le salaire mensuel d'une infirmière, à moins que je me trompe ou que vous contredisiez. Non, Yann, vous ne vous trompez pas, mais c'est un faux exemple, je vais vous dire pourquoi. Avec la pénurie de médecins, pour pouvoir continuer les fonctions de garde, d'urgence au SMUR et dans certains hôpitaux, on prend des mercenaires qui sont payés à la vacation. Ces mercenaires se déplacent, quittent leur domicile, quittent leur région pour venir faire une vacation de 24 ou 48 heures, qui est effectivement très très bien payée, peut-être trop, mais il faut bien recruter des gens, sinon on ferme. À l'inverse, les salaires des médecins hospitaliers ne sont pas du tout exagérés. Je vous donne 3 chiffres. Dans un grand centre hospitalo-universitaire, un directeur, avec toutes les primes qui sont additionnées, ont des salaires annuels de 200 à 250 000 euros. Un chef de service dans un grand hôpital, c'est 70 à 80 000 euros, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins que le directeur. Que le bureaucrate, Quant quoi. aux infirmières, elles sont payées à l'assistance publique à une moyenne de 2 000 euros par mois. Comment veut-on qu'à 2 000 euros par mois, on puisse recruter du personnel qui doit se loger en grande banlieue, parce que sinon les loyers à Paris sont trop chers? On a un cercle vicieux qui est très simple. Il y a trop de technico-administratifs dans les structures hospitalières. Je vous donne 2 chiffres. En Allemagne, c'est 22% du personnel technico-administratif. En France, c'est 32%. Effectivement, c'est un chiffre qui est assez effrayant. Alors, vous avez parlé de Paris. Là, moi, je ressens sur la Bretagne, pour ne citer que notre région. Au-delà de l'hôpital, on a des déserts médicaux qui se multiplient dans la ruralité avec un manque criant de médecins et de spécialistes. Sur Brésinfo, on a déjà fait l'état de graves manquements, par exemple pendant les périodes de Noël, sur tout ce qui est dentiste, alors qu'il peut y avoir des urgences dentaires graves. Et c'est un manque qui est faiblement compensé, j'ai envie de dire, par l'installation de médecins étrangers notamment. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ces déserts médicaux, au fait que finalement, une partie des citoyens qui payent leurs impôts comme tout le monde, donc qui financent d'une certaine façon aussi le système de santé, se retrouvent à devoir faire 1 heure et demie de route pour aller voir un spécialiste, à devoir éventuellement attendre des mois et des mois pour une opération, à ne pas être certain finalement, y compris dans l'urgence, que les urgences arrivent assez vite, puisqu'on parlait du SMUR, il peut être occupé ailleurs, car en sous-effectif. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Eh bien, vous posez une excellente question. C'est la pensée unique des énarques qui nous gouvernent, qui pensent que les médecins sont des nantis, qui font des études qui sont trop longues, qu'on pourra les remplacer par des officiers de santé et par l'intelligence artificielle. Et ils organisent les déserts, pensant que pour qu'il y ait moins de dépenses de santé, il faut qu'il y ait moins de médecins. C'est la pensée unique des gens qui nous gouvernent, et ça remonte à très loin. Je me rappelle d'une manifestation à l'époque de Giscard d'Estaing où on avait fait taper sur les médecins sur le pont Alexandre III. C'était à l'époque des chocs pétroliers et les gens qui nous gouvernaient déjà à l'époque pensaient qu'il fallait avoir moins de médecins. Il faut 12 000 médecins à la sortie des études de médecine pour pouvoir remplacer ceux qui partent à la retraite et maintenir un nombre suffisant. On en est à 8 500 actuellement. À l'époque de François Mitterrand, on était descendu à 3 500 médecins avec le numerus clausus. On ne peut pas fonctionner, il faut 10 ans pour former des médecins. Alors il faut, pour sortir de ce cercle vicieux, il y a deux solutions. La première, c'est de tailler dans l'administration. On n'a pas besoin des ARS, des groupements hospitaliers de territoire, des CPTS, des comités entre les médecins, etc. Moi, mon correspondant, c'était mon téléphone quand j'étais en exercice. Quand j'avais un problème, j'appelais un de mes collègues dans la spécialité qui n'était pas la mienne. On s'arrangeait directement par téléphone pour les transferts de patients d'un hôpital ou d'une clinique à un autre. On ne peut pas fonctionner avec une tutelle permanente de l'administration. Comme disait Colbert, laissez-nous faire, laissez passer. Je rappelle que je suis avec Bernard Cron, auteur de Blouse blanche, colère noire, qui sort donc mardi aux éditions Max Milo. Dernière question, Bernard Cron. Concrètement, pour le médecin que vous êtes, quelle réforme il faudrait mettre en place immédiatement et d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas se servir de ce prétexte Covid, j'ai envie de dire, pour sauver le système de santé en France et assurer une réelle égalité devant les soins pour tous les citoyens de ce pays, quoi, parce que on a l'impression qu'on va aussi parallèlement vers un système de santé à deux vitesses où les très riches, via des cliniques privées, via des mutuelles très hautes, vont pouvoir bénéficier de soins dont ne pourront pas bénéficier d'autres moins fortunés. Quelle réforme on met en place là demain immédiatement? Alors, immédiatement, il faut pouvoir que les jeunes retraités, médecins, aides-soignants et infirmières aient envie de revenir dans leur travail, surtout que la pandémie est loin d'être finie. Au mois de mars de l'année dernière, 10 000 infirmières avaient repris leurs fonctions les unes après les autres. Elles n'ont pas été récompensées. Beaucoup n'ont même pas touché les primes qui leur étaient promises. Il faut donc avoir un système incitatif pour que les jeunes retraités acceptent de reprendre du service, qu'il s'agisse de médecins généralistes ou d'infirmières. Ça permettrait déjà d'aider dans les zones défavorisées. Mais ça, c'est des incitations que l'État est tout à fait incapable actuellement de faire si on ne change pas de braquet. La deuxième solution, c'est de réformer les études de médecine, mais pour l'instant, le Ségur de la santé ne le prévoit pas. C'est de permettre le retour à l'élitisme et de donner une formation très précoce vers le soin dès la première année des études de médecine pour raccourcir et condenser la formation, non pas en faisant des officiers de santé, qui est le projet qui est en train de se préparer avec le Ségur de santé, mais en formant des médecins généralistes de qualité. Dans ma génération, un médecin généraliste de qualité était formé en 6 à 7 ans. Maintenant, c'est 10, puisque l'internat de médecine générale est prolongé d'1 an compte tenu du retard de formation. Ça, c'est le deuxième élément. Et troisièmement, les décisions à long terme ne pourront se faire que par une réforme en profondeur du système administratif. Je vois mal comment l'État actuel, qui pense qu'il faut mettre un administrateur médecin, puisse changer le système. Et il reste un dernier élément que vous pourriez conseiller aux maires de vos régions, c'est qu'il faut mettre à disposition des maisons médicales qui ne coûtent pas cher, du personnel de secrétariat offert par la municipalité pour que des médecins acceptent de venir faire des vacations et s'ils se plaisent dans vos régions, j'ai vu ça dans une commune de l'île de Ré où je suis actuellement en vacances, peut régler un problème car il faut attirer le médecin et non le punir. Si on l'attire, il viendra même s'il y a pénurie. Mais pour ça, c'est une
cascade de propositions incitatives que vos maires de vos régions devraient faire pour que ces jeunes médecins acceptent de s'installer. Actuellement, les médecins ne veulent pas s'installer parce que c'est trop compliqué de s'installer. Il faut des investissements financiers, il faut travailler énormément pour éponger les frais de cabinet. Ça n'est pas possible sans des incitations financières. Et je voudrais terminer par une dernière proposition. En aucun cas imposer l'installation, en aucun cas imposer le conventionnement sélectif pour avoir un remboursement de sécurité sociale, ça serait contre-productif et ça irait à l'inverse de ce que vous souhaitez faire, c'est remettre le médecin dans les belles communes de Bretagne. Bernard Cron, merci.